La comtesse me priait de venir la prendre au Luxembourg pour aller de là voir ensemble le muséum et le jardin des plantes. Je m'habillais. Mais au moment où j'achevais ma toilette, assez content de moi-même, un frisson glacial me saisit en pensant tout à coup qu'il faudrait une voiture à Fedora. Je ne devais avoir de l'argent que le soir. Alors, avec la certitude de ne rien trouver, j'entrepris une grande exploration à travers ma chambre, cherchant des écus imaginaires jusque dans les profondeurs de ma paillasse. Je fouillais tout, je secouais même de vieilles boîtes, et en proie à une fièvre nerveuse, je regardais mes meubles d'un œil hagard. Aussi, toi seul peut-être, pourras comprendre le délire dont je fus animé lorsqu'en ouvrant le tiroir de ma table à écrire que je visitais avec cette espèce d'indolence dans laquelle nous plonge le désespoir, j'aperçus, collé contre une planche latérale, tapis sournoisement, mais propre, brillante, lucide, comme une étoile à son lever, une belle et noble pièce de 100 sous. Voir Fedora, la faire monter dans ma voiture, causer avec elle en comprimant un secret délire qui, sans doute, se formulait sur mon visage, par quelques sourires niais et arrêtés, arriver au jardin des plantes, en parcourir les allées bocagères et sentir son bras appuyé sur le mien. Il y eut dans tout cela je ne sais quoi de fantastique. C'était un rêve en plein jour. Cependant, ces mouvements, soit en marchant, soit en nous arrêtant, n'avaient rien de doux ni d'amoureux, malgré leur apparente volupté. Je la regardais avec douleur. N'éprouvant rien près de moi, elle était pateline et non pas affectueuse. Elle me paraissait jouer un rôle en actrice consommée. Puis tout à coup, son accent, un regard, un mot réveillaient mes espérances. Nous arrivâmes chez elle et fort heureusement, le fond de ma bourse put satisfaire le cocher. Je passais délicieusement la journée seule avec elle. Pendant le dîner, elle me prodigua ses attentions. Oh, comme elle était femme, elle déployait des grâces infinies dans 1000 choses qui semblent des riens et qui cependant sont la moitié de la vie. Me souvenant, pour mon malheur, de l'importante affaire que je devais conclure, je voulus aller au rendez-vous qui m'avait été donné la veille. « Quoi, déjà ?» dit-elle en me voyant prendre mon chapeau. Elle m'aimait. Je le crus, du moins, en l'entendant prononcer ces 2 mots d'une voix caressante. Alors pour prolonger mon extase, j'aurais perdu 2 années de ma vie, par chaque instant de plus que son caprice m'accorderait. Ah, mon bonheur s'augmenta de tout l'argent que je perdais. Il était minuit quand elle me renvoya. Néanmoins, le lendemain, mon héroïsme me coûta bien des remords. Craignant d'avoir manqué l'affaire des mémoires, devenue si capitale pour moi, je courus chez Rastignac et nous allâmes surprendre à son lever le titulaire de mes travaux futurs. Monsieur Marivaux me lut un petit acte après la signature duquel il me compta 50 écus. Il ne fut point question de ma tante et nous déjeunâmes tous les 3. Quand j'eus payé mon nouveau chapeau, 60 cachets de dîners à 30 sous et mes dettes, il ne me resta plus que 30 francs. De ce jour, je rompis avec la vie monastique et religieuse que j'avais menée pendant 3 ans. J'allais fort assidûment chez Fedora, tâchant de surpasser en impertinence les impertinents ou les héros de coterie qui s'y trouvaient. Et, croyant avoir échappé pour toujours à la misère, je recouvrais ma liberté d'esprit, j'écrasais mes rivaux, je passais pour un homme plein de séduction, prestigieux, irrésistible. Ah, j'étais cependant bien amoureusement stupide en présence de Fedora. Enfin, j'essayais de me rendre indispensable à sa vie, à son bonheur, à sa vanité. J'étais tous les jours près d'elle, son esclave, son jouet, sans cesse à ses ordres, et je revenais chez moi pour y travailler pendant toutes les nuits, ne dormant guère que 2 ou 3 heures de la matinée. Mais n'ayant pas, comme Rastignac, l'habitude du système anglais, je me vis bientôt sans un sou. Souvent, les gâteaux et le thé, si parcimonieusement offerts dans les salons, étaient ma seule nourriture, et quelquefois, les somptueux dîners de la comtesse me substantaient pendant 2 jours. J'employais tout mon temps, mes efforts et ma science d'observation à pénétrer plus avant dans l'impénétrable caractère de Fedora. Je n'avais pas encore surpris de larmes dans ses yeux. Au théâtre, une scène attendrissante la trouvait froide et rieuse. Elle réservait toute sa finesse pour elle et ne devinait ni le malheur ni le bonheur d'autrui. Un soir, elle m'humilia devant mon cousin, par un de ses gestes, par un de ses regards qu'aucune parole ne saurait peindre. Je sortis pleurant, formant 1000 projets de vengeance, combinant d'épouvantables viols. Souvent, je l'accompagnais au bouffon. Ma passion était dans l'air.
sur la scène. Elle triomphait partout, excepté chez Fedora. Elle n'écoutait pas la musique. Les divines phrases de Rossini, de Cimarosa, de Zingarelli ne lui rappelaient aucun sentiment, ne lui traduisaient aucune poésie. Et son âme était aride. Ses paroles emmêlées étaient, pour les autres, de la bienfaisance, de la bonté, son exagération, de la chaleur, de l'enthousiasme. Mais, ayant étudié ses grimaces et dépouillé l'être intérieur de cette frêle écorce dont se contente le monde, je n'étais plus dupe de ses singeries. Je connaissais bien son âme de chatte, et quand un niais la complimentait, la vantait, j'avais honte pour elle. Et je l'aimais toujours. Un soir, j'eus le courage de lui peindre, sous des couleurs chaudes et animées, sa vieillesse déserte, vide et triste. À l'aspect de cette épouvantable vengeance de la nature trompée, elle me répondit par un mot atroce. « J'aurai toujours de la fortune !» Eh bien, avec de l'or, nous pourrons toujours créer autour de nous les sentiments qui sont nécessaires à notre bien-être. Je me levai, je sortis foudroyé par la logique de ce luxe, de ces femmes, de ce monde dont j'étais si sottement idolâtre. Une fois déjà, au sortir des bouffons, Fedora m'avait, par une horrible pluie, fait avancer une voiture sans que je puisse me soustraire à son obligeance de parade. Mes yeux rougissaient, mais comprenaient-elles un regard? Heureusement, à mon arrivée au logis, Pauline, au premier mot que je balbutiais, m'interrompit en me disant « Si vous n'avez pas de monnaie… » « Oh, Pauline !» m'écriai-je en lui serrant la main. « Je voudrais être riche !»« Bah, pourquoi faire ?» dit-elle en secouant la tête par un geste mutin. Sa main, tremblante dans la mienne, répondait à tous les battements de mon cœur. Elle retira vivement ses doigts, puis, examinant les miens, « Vous épouserez une femme riche ?» dit-elle. « Mais elle vous donnera bien du chagrin. Ah, Dieu, elle vous tuera, j'en suis sûre. Non !» dit-elle en me regardant avec terreur. « La femme que vous aimez vous tuera. »« Pauline, » lui dis-je, « vous êtes un ange. Ah, je désirais une femme riche, élégante, titrée. Eh bien maintenant, je voudrais posséder des millions et rencontrer une jeune fille pauvre comme vous, et comme vous, riche de cœur. Je renoncerai à une passion fatale qui me tuera. Vous aurez peut-être raison. Assez !» dit-elle. Puis elle s'enfuit en chantant, et sa voix de rossignol, ses roulades fraîches retentirent dans l'escalier.